Et nous accueillons aujourd'hui Aurélia Mangin pour son film Fornacis, formidable film. Et voilà, on ne dira pas la fin, hein, rassure-toi Aurélia, pas de problème. Donc ce film qui va sortir bientôt et pour lesquels il est revenu à La Réunion un petit peu en famille, hein, quand même quelques jours pour se reposer, se ressourcer, parce que je suppose qu'il en avait bien besoin. Bonjour Aurélia. Bonjour. Alors tu viens souvent nous voir à chaque fois que tu fais quelque chose, tu viens à Radio Sud Plus, c'est sympa. D'ailleurs tu es un peu notre voisine, parce qu'on rappelle que tu es la fille de Vincent et Roselyne Mangin, qui sont un peu plus bas que la Tour des Azalées, au lieu d'art contemporain. Et puis les chiens font pas des chats, hein. Canard il fait pas poule. Et la preuve c'est que toi aussi tu es dans la vie artistique, et ton frère dans la musique, et toi dans le cinéma, alors que ton papa continue sa carrière d'auteur multicarte également. On le salue au passage. Hein. Il sort pas souvent de chez lui, hein, parce que là je lui ai dit encore tu peux venir si tu veux. Mais... il bosse énormément, il bosse. Il est encore dans sa galerie à continuer. Dans ses ateliers, ouais. Alors, Fornacis qui signifie fournaise en latin, donc c'est un vrai clin d'œil à La Réunion, quoi. Voilà, des clins d'œil à La Réunion, il y en a plusieurs d'ailleurs dans le film, il y a plein de références à La Réunion, mine de rien. C'était important pour moi parce que le film a été tourné en Touraine, donc vraiment au cœur de la France, et c'est vrai que c'était important pour moi que pour ce premier long métrage, on retrouve aussi mes racines réunionnaises, et effectivement Fornacis veut dire fournaise en latin, et puis tout au long du film il y a énormément de clins d'œil et de références à La Réunion. Et puis ce qui était intéressant, c'était de faire justement pour moi en tant que réalisatrice, je trouvais fort d'aller tourner un film dans une région que je ne connaissais pas, parce que je connaissais pas très bien la Touraine, et en même temps d'y apporter mon regard de fille qui a grandi sur une île. Et je trouvais les contrastes entre ces deux régions qui n'ont rien à voir, entre La Réunion et la Touraine, hyper intéressant, et moi j'avais envie d'utiliser ces deux références dans le film. Il y a plusieurs références, la cendre également, la matière volcanique, hein. Ouais. Et ça rappelle un peu les œuvres de ton père aussi, certaines des œuvres, hein, écoute. Oui, ce côté allusion au volcan, à tout ce qui est rocheux, minéral. Oui, de toute façon le film est construit sur du minéral. Toute la construction du film s'est fait autour du minéral. Enfin, là on écoute d'ailleurs en ce moment en fond sonore, je crois, un extrait de la musique justement du générique de Fornacis. Je l'ai peut-être mis un peu fort au début, je m'en excuse auprès des auditeurs parce que là j'assure la technique et j'ai pas l'habitude, alors il y a des boutons partout, c'est effrayant. Alors j'ai peut-être mis un petit peu fort Fornacis justement au début, qu'on m'en excuse. Alors cela dit, Fornacis, on va pas raconter toute l'histoire, mais enfin on peut dire que c'est une espèce de road trip. J'ai envie d'écrire trip, T-R-I-P-E-S, parce que bon... c'est un petit peu saignant quand même, hein. C'est du film fantastique, mais moi je l'ai trouvé compréhensible ton film, parce qu'on dit ouais ce genre de film, les films de genre, c'est abstrait, on comprend rien. Non, c'est clair, c'est très clair, hein. Écoute, ça me fait plaisir que tu dis ça. Effectivement, c'est un film road trip. C'est un road trip parce que l'héroïne traverse des contrées de paysages dépeuplée à bord d'une Facel Vega. Une Facel Vega, c'est une voiture que j'adore de collection qui date des années 60. Donc c'est une Facel Vega décapotable Bordeaux qui est juste magnifique. Et c'est vrai que j'ai la sensation que c'est un film qui est accessible à tous, parce que c'est un film qui traite de l'humain et de l'émotion, et c'est vraiment, on suit un personnage qui s'appelle Anya, une jeune femme qui vient de perdre la femme qu'elle aime et qui du coup fuit son passé à travers une énorme balade comme ça en voiture, avec pour seule compagne de route une urne qui renferme les cendres de sa bien-aimée. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de tribal, puisqu'on est vraiment là. Tu sais, moi ce qui m'a intéressé, c'était de traiter le deuil, mais le deuil vraiment qui vient de se faire, donc de la perte de la personne qu'on aime le plus meurt, et comment on peut réussir, comment on vit ces premiers jours, et est-ce qu'on décide de rester en vie? C'est la vraie problématique du film. C'est est-ce qu'Anya va continuer à vivre, ou est-ce qu'elle va elle-même se laisser finalement mourir à travers quelque chose une mort psychologique qui se traduit au fur et à mesure du film par une étrange maladie. Alors on ne sait pas si cette maladie est imaginaire ou si elle est réelle. Voilà, on ne sait pas. On peut avoir les deux interprétations réelles.
ou abstrait, parce fait. que bon, est-ce qu'elle est complètement schizophrène ou est-ce Oui. que sa copine morte est réellement sous forme de fantôme revenue? On ne sait pas trop, hein, au Mais début. l'ambiguïté m'intéressait parce que Mhm. justement, moi, je n'ai pas voulu faire un film dit d'horreur ou de fantôme classique. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment, on touche à la folie, effectivement, à une folie froide, puisque finalement, Anya n'est pas quelqu'un de dangereux, mais elle est complètement happée par une forme de schizophrénie. Alors, on va peut-être passer tout de suite à un autre extrait de la musique. Alors, La ils musique, sont trois, hein, pour la musique, on peut dire. Il y a En fait, non, pas Nicolas. tout à fait trois. C'est-à-dire que la musique, Nicolas Luquet. voilà, sur un film, en fait, il y a une composition originale. C'est-à-dire que la musique originale, qui a demandé plusieurs longs mois de travail, a été composée par Nicolas Luquet, qui travaille sur mes films depuis de nombreuses années. Il C'est- Luquet, hein, il Voilà, est sous son- connu sur Internet sous ce nom-là. Alors, d'artiste. au niveau de sa composition, c'est Luc Kay, effectivement, L-U-K-E, plus loin K-A-Y. Je suis dyslexique, c'est compliqué pour moi. Mais son nom il a réalisé aussi le sound design, c'est-à-dire la création sonore du film, sous son nom de monteur son. Et là, c'est Nicolas Luquet. Et ensuite, on a pris des musiques additionnelles. Ce qu'on appelle des musiques additionnelles, tu vois, c'est des musiques existantes. Qu'on avait envie, notamment dans les scènes de bar, voilà. Mhm. Donc on en a pris 3 de mon frère, de son album Scandale, enfin de son album Dirt, que j'adore et que tu l'avais reçu. Ouais, Donc il y en ouais. a 2 de cet album et une autre musique instrumentale de lui qui s'appelle Amazon, que j'avais bien aimé aussi et qui allait vraiment bien dans le film, et une musique rock de Nicolas Stanzik dans son groupe Ultrazen, Mhm. parce qu'on avait besoin aussi, Ultrazine, je sais pas comment on le dit, on avait besoin d'une musique rock dans la séquence de bar, le Fornacis Bar, dont le patron de bar est Philippe Naon dans le film. Oh, Voilà. Oui. Quand Donc, elle échoue effectivement, dans ce bar, on va peut-être y revenir dans un instant, mais on peut déjà passer un petit extrait. Alors, il y a eu Fornacis qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que tu veux qu'on écoute Ah maintenant j'aimerais sur bien ma qu'on peau? passe sur ma peau, puis j'aimerais bien si on a le temps de Luc passer Kay. Fornacis en entier tout à l'heure, parce que je pense qu'on l'a pas forcément super bien entendu, et c'est l'une de mes favorites, moi. Mhm. Whippersnappers, they want time for some action. Sebastian got fancy with my ex-home. That Non, mean you was là, c'est Oh, pas... pardon, j'ai reconnu tout de suite, c'était pas sur ma peau, on l'entendra tout à l'heure, Pablo. Voilà, c'est pas très joyeux, mais le film, on peut dire, c'est une histoire quand même assez triste, Bien mais sûr. humaine, et C'est c'est beau. l'histoire, c'est l'histoire de la vie en même temps. La Ouais, mort, ouais, c'est ouais. voilà, moi je fais voilà, il y a suffisamment de comédie en France, on n'a pas besoin de moi pour ça. Et c'est vrai que Fornacis, c'est vraiment, ça traite vraiment de la vie et des difficultés à rester vivant. Et bien sûr, hein, quand on est frappé par la mort, par le drame, voilà. Alors j'ai eu la chance de voir en En quasi-exclusivité, avant-première, bien sûr, en ouais. avant-première, le film, hein, sur un petit écran en plus, donc ça doit pas rendre pareil sur un écran d'ordinateur quand même Non, que c'est sur pas un pareil. grand, hein, c'est évident. Mais ce qui m'a frappé, mais dès les premières images, c'est la lumière, l'éclairage. Ce Mais en passage du noir et blanc en quelques images, et puis la voix dramatique de l'héroïne, déjà au volant de sa voiture, c'était vraiment fascinant, quoi.
Ah bah, au ça me départ. touche que tu dis ça. Et Effectivement, l'éclairage, je te dis, c'est les création, premières choses. Hein. la création lumière a été, enfin, la direction photo est assurée par Nicolas Bordier, qui est un jeune chef opérateur d'un talent incroyable. Nicolas et moi, on s'était rencontrés sur la post-production de mon film précédent, Adam moi Ève, parce qu'il avait réalisé l'étalonnage. L'étalonnage est une phase qui arrive à la toute fin du film, parce que c'est la phase de colorisation, si tu veux, en post-production des images, c'est-à-dire que tu les renforces, voilà. Et là, après avoir travaillé ensemble sur Adam moi Ève, il m'a dit, écoute, moi j'aimerais beaucoup travailler avec toi sur le tournage, c'est-à-dire réaliser avec toi la lumière du film, de ton prochain film. Et effectivement, ce qui a été vraiment génial, c'est qu'on s'est vraiment retrouvés. On a fait un gros travail de préparation avant. Moi, je lui avais vraiment donné toutes mes références parce que je collectionne énormément, tu vois, sur chaque film, je fais une préparation en termes de récolte, de photos, d'images, de peintures. Je sais pas, on était autour de 500 images récoltées et on a construit ensemble cette architecture de lumière parce que c'était vraiment ça le vrai challenge pour moi, c'était de créer une architecture de lumière. Et ça a été un vrai bonheur. Justement de pouvoir expérimenter ces couleurs saturées, un éclairage entièrement au néon, on n'a que du néon et c'est vrai que Nicolas Bordier a vraiment réussi, c'est pas facile non plus pour un chef opérateur parce qu'il doit rentrer dans l'univers de chaque réalisateur et là c'était la première fois qu'il travaillait de cette manière-là avec des couleurs aussi saturées et aussi prononcées. Tu vois, avec la lumière qui est clairement un acteur du film, c'est-à-dire qu'elle n'est pas cachée, je voulais qu'on la voie, c'est-à-dire qu'elle est présente à chaque plan. Et aussi ensuite le passage du noir et blanc à la couleur, ça c'est une deuxième étape, c'est arrivé en étalonnage et ça on l'a beaucoup travaillé aussi, ils étaient deux à l'étalonnage, il y avait Nicolas Bordier et Daniel Santini et Daniel et moi on a vraiment passé aussi beaucoup de temps à faire justement ces passages d'une subtilité incroyable entre le noir et blanc et la couleur. Ça prend énormément de temps en fait de faire ça. Je sais pas il y a combien d'heures d'étalonnage sur ce film. Enfin, il y a 2 mois d'étalonnage facilement sur le film, peut-être plus. En tout, depuis disons la gestation du film jusqu'à aujourd'hui, ça a pris combien de temps? Souvent, 2 ans et demi. 2 ans et demi, mais ce qui est très rapide en vrai, parce que le tournage proprement dit. Le tournage c'était 15 jours, donc c'est 15 rien. 15 jours seulement, parce que mais c'est jour un et boulot nuit, énorme, quoi, le nombre de plans qu'il y a, les scènes en intérieur, en extérieur. Énormément. En fait, j'ai écrit le film 3 mois après, on était en préparation et on tournait, donc ça a été très vite au niveau entre tu vois l'écriture et le tournage, c'est très très rapide pour la plupart des films. Tu peux avoir 2 ans, 3 ans entre le moment où tu écris des premières lignes de scénario et le tournage, donc là c'était très rapide. Ensuite, ce qui a été très long, c'était effectivement quand tu parles des décors, on a tout construit, donc il y a 2 mois de construction décors puisque tout a été construit sur mesure pour le film. Donc on a construit tu vois, tout l'appartement de Wolf dans un grand hangar, les scènes de douche, tout a été reconstitué, la chapelle Saint-Expédite a été construite, le bar n'existait pas aussi, donc on a tout, le Fort Narcisse Bar, tout a été, donc il y a une vraie aussi harmonie je dirais des décors parce qu'ils ont été construits pour le film et on les a construits à 3, donc c'est un gros boulot. Moi-même j'ai largement participé à cette construction là, donc c'est vraiment quelque chose qui est viscéral en fait, et il y a une vraie direction artistique entre la création lumière, la création sonore, les costumes et les décors. Il y a une harmonie, je crois. C'était ça la vraie difficulté, et moi c'était ce que je voulais en fait. C'est un film sombre mais lumineux en même temps. Très lumineux, parce qu'en fait très coloré aussi, parce que il n'est pas du tout, quand on sort du film, on n'est pas dans un état de dépression, puisque au contraire, moi je traite d'un sujet suffisamment dur pour avoir envie tu vois, de le matérialiser à travers quelque chose de très pop et de très rock et funk en fait. Ouais. Oui, les musiques en particulier bien sûr, sont magnifiques. Que des fois, quand tu as un film de genre ou un film d'épouvante, là c'est pas un film d'épouvante d'ailleurs, c'est pas le titre. Non, pas du tout, on est dans un film poétique. Je veux dire, des films de ce genre-là, ils mettent des musiques un peu minimalistes, alors que là, c'est vraiment des mélodies extraordinaires. Alors justement, même dans ce qui est un peu hip-hop, rap, ton frère, on le sait, est spécialiste, et il y a des musiques de lui, de Pablo Mangin, également dans ce film. Oui, si il y en a 3, ouais. On peut en écouter une. Eh ben écoute, vas-y. Mégalopolis, qui est dans quelle scène, Mégalopolis dans Alors le film? Mégalopolis, en fait, comme c'est justement c'est des musiques avec un rappeur américain qui est Bashton, ces 2 musiques d'hip-hop, on les a mis dans les séquences de Fort Narcisse Bar, donc dans les séquences où il y a Philippe Naon, Emmanuel Bonamy, et c'est en fait l'héroïne fait, puisqu'elle traverse comme ça, elle roule on la suit sur 2 jours,
À un moment donné, si tu veux, en pleine nuit, elle est crevée, elle fait une escale, une pause dans un bar qui s'appelle le Fort Nassis. Et à ce moment-là, tu as ces deux musiques d'hip-hop voilà, composées par mon frère. I'm unscathed. I would never rat out a family member. I would never complicitly take any me bending over. You know what I'm saying? I ain't gotta sacrifice that. It's called hard work and perseverance, skill and talent. I'll never sell out a family member. These youngins and whippersnappers, they want time for some action. Sebastian got fancy with my ex-ho. That mean you was tricked in champagne room. Getting sloppies, but that's how it occurs with carbon copies. I get torn down with red wine, throw hands like Joppy. In Brooklyn history, hold it down, snotty. Elastic check don't deal with people cocky. That means cocky in my pee-pee, even sipping sake. And where's my money, ho? Thanks, mommy. I knew you was good for payment for my whole fucking army. You left on a Sunday night, but you never left a note. So we were left alone. I want you to know we don't hold any grudges. Once you're on the street again, anyway you found your way. Anyway you found your way. I never play fams. I see your ways and your mans became the same scam and fascinated by me. But that nigga, he clam, secret slam, slow jam to a slow jam. I prefer to stay me, it's the most I bless. All my plans, the best that I am. In story for ages, so I'm blessed cause I can. The Robin Hood, sick of y'all robbing my hood. A punk dump, run champ. Bash to the lump, all y'all niggas on command. You're shorty and use an alternative. I don't judge, no sermon blood. I won't hurt him, love, but I survived your onslaught. Took my vibe, make a stove block. You're gonna be long gone. After my movies, it will cheat your jaw. See the speakers easy, not the reason. Mégalopolis, et oui, c'est Pablo Mangin, on le passe souvent à Radio Sud Plus d'ailleurs. Hein. Alors Aurélia est avec nous, Aurélia Mangin, c'est une histoire de famille, la famille Mangin. Alors aujourd'hui, dans la famille Mangin, je prends La Fille avec Fort Nassis, son film magnifique. Hein, et on a parlé de l'éclairage et des décors. Et puis avant tout, il y a l'histoire, quoi. Ouais. C'est toi qui as écrit cette histoire de deux filles, voilà. Et cette histoire tragique, on peut dire. Comment ça t'est venu, l'idée ? Comment l'idée est venue? En fait, c'est effectivement, moi j'ai écrit le scénario, j'ai ensuite réalisé le film et je l'ai aussi produit avec mes parents. Donc c'est plusieurs casquettes et puis je joue aussi un des personnages dedans. L'histoire, elle est venue de plusieurs choses en fait. Au moment où peu de temps avant d'écrire l'histoire, en fait, voilà, j'ai été confrontée moi-même à un deuil et qui a remué aussi un souvenir assez marquant dans mon histoire, puisque quand j'avais l'âge de 16 ans, j'ai perdu ma meilleure amie qui s'est pendue dans sa cuisine. Et voilà. Donc ça m'a marqué pendant plusieurs années. Et pendant plusieurs années, c'est marrant, enfin marrant, je sais pas, mais à chaque fois, autour de l'anniversaire de sa mort, je rêvais d'elle, je la voyais. Et donc, 20 ans après, j'ai appris, malheureusement, enfin les circonstances horribles, j'ai appris donc pourquoi elle s'était suicidée. Et donc ce truc assez bouleversant, assez voilà, a nourri complètement l'écriture du film en fait, que moi j'ai transposé après ailleurs, en road movie, en histoire d'amour. Enfin bon, après c'est l'imaginaire, parce que mais on est toujours nourri d'un point de départ. Il y a toujours des points de départ. Enfin en tout cas dans mon travail, il y a toujours des points de départ réels de ma propre vie ou de la vie des gens que j'aime, et ensuite qui se déplacent, tu vois, vers voilà. Après on écrit et ça devient de la création. Donc après on met plein de choses et puis ça devient justement, on se libère parce que ça devient plus autobiographique, quoi. Ça devient un imaginaire, un film, quoi, une fiction. Oui. Mais voilà. quand la fiction finalement rejoint la réalité, quelque part, il y a un fond de réalité au départ qui permet de faire une œuvre de fiction beaucoup plus sincère et donc et souvent magnifique. Alors, on parlait donc ensuite, il a fallu faire le film. Tu as l'écriture, un scénario, c'est pas comme un livre en fait. Non. Tu écris différemment. En fait, l'écriture, moi j'écris, je sais pas si j'écris, enfin moi j'ai pas fait d'école de cinéma, donc je suis autodidacte, donc je sais pas si j'écris comme de façon orthodoxe. Moi ce que j'écris, c'est que j'écris d'abord
J'ai une écriture un peu mathématique, c'est-à-dire que je sais que ça va être un road movie, je sais que mes personnages vont aller du point A au point B, au point C, au point voilà, donc c'est plutôt une construction assez mathématique au départ, et ensuite vient une deuxième étape qui est l'écriture comme sous forme de roman, où là je décris tous les lieux dans lesquels moi je vois mes personnages, je décris leur physique, parce que lorsque j'écris, je n'ai pas du tout le casting, je ne sais pas avant quels acteurs vont jouer, donc du coup voilà, j'imagine mes personnages, je les projette dans des lieux, et les lieux sont décrits vraiment, quand je dis comme un roman, c'est très décrit quoi, les décors, c'est très détaillé, même les costumes, la démarche des personnages, enfin tout ça. Ensuite devient une troisième étape d'écriture pour moi, qui est une forme de séquencier, c'est-à-dire qu'ensuite je dis, voilà, séquence 1 se passe dans la voiture, elle roule, enfin ce qu'on voit dans le film, séquence 2, voilà ce qu'on y voit, et comme mon film a la particularité de ne pas avoir de dialogue, il n'y a pas de dialogue, il est très sonore, il y a très peu de dialogue, il y a une voix off, mais ensuite il est très sonore et très, je pense que on s'en rend même pas compte, puisqu'aucun journaliste qui l'a vu, on a fait plusieurs projections presse à Paris et personne n'a fait l'allusion à ça, donc c'est plutôt bien réussi. Mais c'est vrai que c'est un film où les comédiens s'expriment par le corps et où les émotions finalement sont comprises sans avoir besoin de les dire. Ça c'était très important. Mais c'est un vrai challenge parce que c'est pas aussi évident que ça. Et donc voilà, une fois que toute cette étape de, je sais pas, 4-5 versions d'écriture est faite, je pars dans la réalisation, enfin dans la préparation du film. Là, ce qui est particulier pour moi, dans ma façon de travailler, c'est qu'une fois que j'ai tout écrit, j'envoie en fait le scénario à mon équipe, à mon noyau dur, qui sont donc mon monteur image, Bruno Gauthier, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, et c'est lui qui a d'ailleurs fait à mes côtés, qui a assuré les 4 mois de montage quand même, qui sont assez longs sur Fornacis. Donc Bruno Gauthier reçoit le film, mon directeur photo Nicolas Bordier le reçoit aussi, le scénario, et Nicolas Luquet, mon sound designer et compositeur, le reçoit. Une fois que ces 3 personnes l'ont reçu, je leur dis, bon bah les mecs, voilà mon scénario, est-ce que vous partez avec moi ou pas? Et là, une fois qu'ils me disent, écoute, nous on part, que t'aies du budget, que t'aies pas de budget, on va faire ce film parce qu'on y croit. Donc à partir de ce moment-là, moi je me sens très très forte, très solide. Et là, je pars dans l'aventure de la préparation, et c'est quand même long parce que voilà, t'as 3 mois de préparation avant le tournage, et là tu fais le casting, tu fais les décors, tu fais tout ça quoi. Et c'est vrai que c'est un travail d'équipe, et puis pour les musiciens en particulier, ils doivent s'inspirer du scénario, du film pour faire leur musique. Tous les auteurs qui sont autour du film sont comme ça, et c'est passionnant finalement de travailler sur un film comme ça. De toute façon, tu peux pas faire un film sans équipe, c'est très compliqué. Moi, mon équipe, c'est mon noyau dur, et j'ai besoin de les aimer, de les choisir, et je sais pourquoi je travaille avec eux. C'est-à-dire que tout à l'heure, je louais les compétences de Nicolas Bordier à la lumière, ou celles de Nicolas Luquet à la création sonore et à la musique, mais pareil, sans mon monteur Bruno Gauthier, on n'aurait pas eu le même film. Et moi après je suis avec eux tout le temps, c'est-à-dire que Bruno et moi on a passé 4 mois tous les jours ensemble, il n'y a pas une image qui est montée sans que je sois avec lui, donc chaque réalisateur a sa façon de faire, certains viennent un peu en montage, repartent, reviennent, tu vois, pour avoir des va-et-vient et un mental peut-être plus de recul. Moi je suis avec mon monteur ou mon étalonneur de A à Z, mais il y a une vraie complicité qui se crée, parce que quand tu passes 4 mois avec quelqu'un à monter un film et que tu en as monté plusieurs, ça devient même une amitié. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que pour moi, c'est très important de me sentir en confiance avec mon équipe, parce qu'effectivement, tu fais pas un film seul, quoi. Tu as besoin des compétences, du talent, et que surtout réussir à emmener tout le monde à regarder dans la même direction qui est la tienne. C'est ça qui est très important, parce que sinon, chacun peut écrire son film, et quand tu lis un scénario, chacun a sa vision du film. Ce qui est important, c'est ensuite que ta maquilleuse, tes comédiens, tes techniciens, que tout le monde fasse le même film, aille dans la même direction et fasse confiance au metteur en scène, c'est ça, et à sa vision. Et ce qui est pas toujours simple, et surtout moi dans mon univers qui est quand même surréaliste, où tu vois, il faut quand même y aller quoi. On voit comment ça se passe tous les jours au cinéma, les querelles entre acteurs et metteurs en scène, les producteurs, tout ça, c'est vraiment des bagarres quelquefois. Tu disais il n'y a pas tellement de dialogue, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même intéressant, le peu de dialogue qu'il y a aide quand même à celui qui serait un peu rébarbatif à ce genre de film à bien comprendre ce qui se passe dès le départ. Et puis j'ai apprécié aussi les doublages en anglais. Je ne sais pas si ce sera dans toutes les versions. C'est dans toutes les versions. C'est très bien, parce que quelquefois ils chuchotent. Et moi qui suis un peu sourd pour les vieux, c'est pas toujours terrible. Mais non, mais en fait, il y a des murmures aussi beaucoup, parce que c'est aussi une voix intérieure dans le film qui parle. La voix la voix intérieure du personnage de Anya, et puis la voix du fantôme
Voilà. qu'on ne comprend pas forcément toujours, puisqu'elle parle aussi un langage inconnu, le langage de l'au-delà. Et effectivement, dès le début, on a fait une version sous-titrée anglais, puisque moi, mon travail est quand même beaucoup plus apprécié à l'étranger qu'en France. Et du coup, le film va déjà, d'ailleurs, il commence sa carrière, non pas en France, mais à la fin du mois de septembre, on est dans un gros festival, c'est la première mondiale du film, il est en Espagne, il n'est pas en France, quoi. Donc, c'est pas que je sois contre la France, au contraire, j'aimerais bien, mais en tout cas, c'est ailleurs. Il y en a un qui n'est pas tout à fait en France non plus. En y étant quand même, tu vas être au festival de Groland. Oui, c'est vrai. Tu deviens grolandaise. Et je deviens grolandaise. C'est formidable. Hein. Avec Karma Coma, avec un autre film de moi. C'est avec Karma film, Coma, ouais. Imagine. Non, mais c'est fabuleux. Mais j'y vais d'ailleurs, je suis invitée à y aller. C'est pas quand même une... Si, on peut dire c'est déjà une petite consécration. Parce que le festival de Groland... Pour moi, les gens qui ont fait Groland et qui ont fait des films, Verne et compagnie, mais c'est super leurs films. Et que tu sois là-dedans, que tu sois nominé là-dedans, pour moi, c'est aussi bien que le Festival de Cannes. C'est peut-être mieux par certains côtés, parce que écoute, en tout des cas, fois, c'est un peu convenu, les grands festivals. Mais, alors que là, c'est un truc vraiment, on se dit, elle a fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, quoi. Mais je m'y attendais pas, et puis c'est vrai que Karma Coma, en plus, il est pas récent, parce que il date de 2012, entièrement tourné à La Réunion avec à l'image Jackie Berroyer et Philippe Naon. Donc Philippe Naon qu'on retrouve après dans Fort Narcisse, puisque c'est vraiment un acteur que j'adore, que j'admire, c'est devenu un ami avec les années. Et c'est vrai que j'ai appris, écoute, je savais pas du tout, j'ai appris ça il y a 3 jours que j'étais sélectionnée en compétition en plus, donc à Groland. Écoute, je vais y aller, je connais pas le festival, donc c'est chouette. Là, c'est dans le nord de la France, hein. Non, c'est à Toulouse. Hein. Ah bon, à Toulouse, avant il y avait un drôle de nom, c'était une commune qui avait un drôle de nom, je sais plus. Ah d'accord, je savais pas. Groland, voilà, c'est formidable. Alors donc, oui, c'était déjà un ancien Karma Coma. Bon, on va pas revenir dessus, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler à nouveau, parce que ça va peut-être le faire ressortir, ce film-là. Écoute, c'est possible, il avait déjà bien tourné en festival, donc au bout d'un moment, tu sais, tu arrêtes parce que tu as d'autres films. Entre-temps, j'avais fait Autopsie des délices, ensuite j'ai fait Adam moins Ève, et puis La Fort Narcisse, mais c'est vrai que c'est étonnant la carrière d'un film, parce que tu as l'impression qu'elle est terminée, et puis poum, on te le prend, alors que dans un festival, et ça remet un peu... En même temps, ce qui est intéressant, c'est que Karma Coma est un road movie aussi, et donc c'est drôle parce qu'entre-temps j'ai fait 2 autres films qui n'étaient pas du tout des road movies. Il y avait un huis clos d'angoisse tourné à Paris et un film post-apocalyptique Adam moins Ève tourné à La Réunion, puis je reviens en road movie, et donc c'est drôle parce qu'on voit que finalement on a des choses à l'intérieur de nous et qui reviennent au fur et à mesure des films. Donc on a, tu sais, comme une ligne rouge quelque part qui semble au départ un peu décousue, on ne sait pas trop où on va, et puis au fur et à mesure il y a une trajectoire quand même, moi dans mon travail, et ça me rassure aussi, tu vois. Ça monte en puissance. On va passer encore une musique. Un petit mot aussi de Jackie Berroyer qui était dans Karma Coma. J'ai eu l'occasion, grâce à ton père d'ailleurs, de l'interviewer. Il est venu à la Radio Sud Plus. Et c'est un monsieur très sympathique, très simple, formidable. Ah oui. Voilà. Mais comme tous les gens qui gravitent autour de toi d'ailleurs, parce que le milieu du cinéma, c'est pas que des stars qui veulent dire moi je suis quelqu'un. Non. Et puis c'est même des gens super simples. Même là, dans Fort Narcisse, on retrouve un casting que j'aime énormément. On a dans le rôle de Frida, qui est le prénom Frida a été choisi en hommage à un clin d'œil à Frida Kahlo. Et le personnage de Frida est interprété par Anna Danuzio. Si tu veux bien, on va y revenir à Frida dans un instant, parce que je voudrais m'y attarder aussi après. Mais est-ce qu'on peut passer encore un petit peu j'aimerais bien qu'on passe un morceau de Nicolas Stanzik, donc dans son groupe Ultrazen. Ultrazine. Oui. Voilà, on écoute un morceau. J'aime beaucoup. Toujours tiré de Fort Narcisse. Ouais. She's away somewhere between good and evil. She's too hot to handle, singing in a bubble, lonely on a table. She's going nowhere, feeling bad and other. I know it's her, swollen to death, and she took my health, and she's got bad mood. Baby,
musique de Nicolas Luquet. Non, de Non. Nicolas Stanzik. Nicolas Stanzik. Ouais, il y a Stanzik, beaucoup de Nicolas de Nicolas. Il y en a 3 avec le directeur photo. Alors, oui, je voulais revenir sur les acteurs, sur Frida en particulier. Hein. Là, elle est extraordinaire, quoi. Moi, ce qui m'a scotché, c'est des fois, il y a une étrangeté dans le film. On a l'impression qu'elle est complètement désarticulée, où il y a des moments où on ne sait plus si c'est sa main ou la tienne. C'est là qu'on se dit il y a un dédoublement de la personnalité ou quelque chose qui se passe. Bah, Ça a un côté vraiment angoissant. Bah, effectivement, Frida, donc, comme je disais tout à l'heure, est interprétée par Anna D'Annunzio. Et c'était très important. Le casting a été assez long pour trouver la comédienne pour... Par là, c'est près du micro, si tu veux bien, parce que sinon, pardon. on entend moins bien. Oui, je disais que le casting a été assez long pour trouver le personnage de Frida, parce que j'ai vu beaucoup de comédiennes qui avaient vraiment toutes des choses très très fortes en elles, mais il fallait que j'arrive à trouver un spectre, parce que Frida est quand même incarne quelque part la mort et le fantôme, mais sans être dans le cliché. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Anna D'Annunzio, j'ai tout de suite vu chez elle cette espèce de dimension spectrale, et on a vraiment travaillé et construit son personnage autour d'une ambiguïté, parce que je ne voulais pas, tu vois, être dans la violence uniquement ou dans l'amertume ou dans quelque chose de l'ordre de la colère. Donc il a fallu travailler avec elle et construire un personnage qui puisse être aussi touchant et vulnérable aussi. Et effectivement, ce côté désarticulé était très important, même dans la démarche, et aussi la confusion, puisqu'on ne sait pas effectivement dans certaines scènes quel bout de corps appartient à qui. On est dans ce dédoublement permanent. Et ce qui était important pour moi, c'était de mettre des scènes de dédoublement et des scènes au contraire où on voit bien les personnages séparés, pour qu'on puisse, pour que le spectateur lui-même puisse se poser la question de savoir de l'existence réelle ou pas de ce personnage, en fait. Voilà, c'est la question justement, je te disais, que je me posais au début, qu'on se pose. Est-ce que c'est de la schizophrénie? Est-ce qu'elles sont vraiment deux? Est-ce que c'est vraiment super bien fait? Ça peut donner lieu d'ailleurs à deux interprétations. Hein, s'il y a des gens qui disaient oui, bon, il y a des choses on n'a pas compris, chacun donne son interprétation. C'est un peu comme dans une peinture, comme dans certains livres. Et donc, il y a cette actrice, tu l'as connue comment, en fait? En fait, moi, tu sais, ça a été assez... j'ai procédé, je crois, un peu comme les jeunes réalisateurs font aujourd'hui. Moi, j'ai mis une annonce, en fait, sur mon compte Facebook. Parce qu'au départ, je devais tourner le film à Munich, et j'avais déjà un casting allemand, parce que j'avais pensé à une comédienne et que j'aimais beaucoup, et j'avais donc pour les personnages de Wolf et Frida déjà un casting allemand, et finalement ça me coûtait beaucoup trop cher de tourner en Allemagne, donc j'ai tourné mon film en Touraine, et du coup j'ai refait tout un casting, et pour le personnage de Frida, j'ai passé une annonce en fait sur Facebook, et j'ai eu vraiment beaucoup de réponses de comédiennes, et puis j'en ai présélectionné une dizaine que j'ai rencontrées. Et Anna, elle m'a écrit en disant, voilà, elle m'a envoyé un mail en disant, écoute, j'ai vu la description du personnage, j'ai l'impression que je corresponds, en même temps tu ne m'as pas contacté. C'est marrant parce que des fois les acteurs pensent que le metteur en scène doit forcément aller au-devant, mais moi j'avais pas d'idée particulière en fait, puisque j'étais assez ouverte, même physiquement, j'avais pas une idée très ancrée du personnage, et elle m'a écrit et on s'est rencontrés. Je l'avais vue déjà dans L'étrange couleur de l'arme de ton corps, où elle joue un des personnages principaux dans ce film, un film que j'avais sélectionné au festival Même Pas Peur il y a quelques années, mais on s'était jamais rencontrés toutes les deux. Elle est venue à la maison, et quand je l'ai vue déjà, sa présence, je lui ai parlé du film, et elle m'en a parlé, elle, du scénario, parce qu'elle avait eu le scénario. Donc elle avait lu le scénario, et elle avait exactement compris l'univers du film et l'univers de mon travail, et ça c'était très important, parce qu'elle n'était pas inquiète du tout, à aucun moment, par ma façon de travailler ou de diriger les acteurs, et au contraire elle était très rassurée par tout ça, et c'est quelqu'un de très volontaire sur un plateau. Elle est vraiment géniale parce qu'elle est très patiente, et parce qu'avec moi on peut attendre à des moments quand je veux que la lumière soit exactement parfaite. Donc voilà, il y a notamment une scène de nuit assez magnifique sur une énorme butte de foin éclairant en rouge. Cette création lumière, quand on n'a pas beaucoup les moyens, donc on avait très peu de lumière pour arriver à ce résultat là, on
mis un certain temps d'installation et elle était postée en haut de cette butte immense et elle était vraiment zen. Elle restait, je sais pas, 1h30 à attendre sur cette butte. Et c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui ça a été très agréable parce que il fallait aussi que le personnage d'Anya que j'interprète qu'il y ait une complicité entre elles parce qu'elles jouent quand même deux femmes qui se sont éperdument aimées et en même temps qu'on comprenne que c'est un amour qui est un peu un amour vache aussi, que c'est pas juste voilà, on n'est pas dans la petite maison dans la prairie avec ces deux femmes quoi. Donc il y a cette chose là qu'il fallait trouver. Et puis ensuite il y a eu le personnage le casting qui était plus simple. C'était le casting de Wolf, du personnage interprété par Emmanuel Bonamy, parce qu'Emmanuel, je n'ai vu que lui pour ce personnage. Je l'ai appelé, il est venu à la maison, je l'avais en tête parce qu'il correspondait vraiment physiquement au personnage que j'avais appréhendé mentalement. Je voulais quelqu'un qui soit très viril comme ça, il est très grand, Emmanuel, il est costaud, il a vraiment ce charisme-là presque militaire. Et je voulais un homme qui ait cette présence-là et puis des yeux bleus, parce qu'il a des yeux absolument magnifiques. Et en même temps, lui, on a travaillé sur sa féminité. Donc, durant tout le film, il perd au contact d'Anya, il perd de plus en plus sa virilité pour finalement devenir presque lui-même une femme. Et comme si que le fantôme prenait aussi possession de son corps pour y mettre de la féminité. Et c'était là où le travail était très intéressant avec Emmanuel parce que lui-même a proposé et on a construit le personnage et sa féminité sur des propositions que lui a amenées sur le plateau de tournage, sur le set. Et ça, c'était absolument génial parce qu'il est arrivé avec une force de proposition et il s'est mis en danger. Il a vraiment joué la féminité. C'était pas un défi. Pour un acteur, ça devait être passionnant pour lui de dire je commence avec un personnage hyper viril, même menaçant un peu. Au début, il fait assez inquiétant. Et puis pour finir, finalement, féminisé, si je puis dire, d'une certaine manière. Il y a aussi Philippe Naon, alors lui carrément inquiétant. Au départ, on se demande mais où on va là. Et on s'aperçoit que c'est le mec qui balaye les bouteilles dans le bar Fornacis. En fait, c'est le patron du bar, en fait, Philippe. C'est le patron du bar. Voilà, il a une bonne tête de patron de bar, d'ailleurs. Exactement. Alors, Philippe, c'était drôle. Parce que mais sur le coup, on se demande où on est. Tu vois, dans la boîte, on se dit, c'est quoi ce truc ? En fait, ça fait un peu... moi, quand j'ai écrit et quand on a monté le film, ce qui était intéressant, on parlera du montage après, mais dans le montage du film, on expose les scènes, on met les personnages et sans dire où ils sont. Et c'est ensuite, on a des plans larges où on explique, tiens, on est dans tel bar. Et ça, c'était intéressant pour moi parce que toute la scène d'introduction où Philippe finalement prépare le bar puisqu'il ouvre son bar et c'est dégueulasse. J'aurais pas dû en parler. Non mais ça, spoiler. Et toute cette scène-là, elle est très intense, mais on ne sait pas où on est. On est dans un souterrain étrange avec ce mec hyper étrange. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que finalement, il joue le patron d'un bar gay. Et ça, c'est drôle. Alors que lui et son copain, ils sont plutôt du genre très viril. Ouais. Ce qui ne veut rien dire d'ailleurs, t'as des mecs très poilus. Bon. Et qu'est-ce que j'allais dire à ce sujet-là Non, mais Philippe Naon, très bon aussi. Mais il crève l'écran. Et oui, alors lui, c'est un acteur déjà qu'on a déjà vu dans pas mal de films. Mais oui, il a une énorme carrière, puis c'est quelqu'un qui est vraiment... d'une grande générosité et qui soutient vraiment les jeunes réalisateurs, parce que Philippe, il a été le premier parrain donc, du festival, de la première édition du festival Même Pas Peur. Il a tourné dans Karma Coma, il a fait la voix off d'un de mes films qui s'appelle Autopsie des délices, donc il y a toute une voix off d'un tueur, d'un serial killer, c'est lui qui le fait. Et puis là, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute Philippe, je vais me lancer là, ça y est, je me lance dans une aventure, mon premier long métrage, j'autoproduis... Est-ce que tu aimerais... Enfin, j'ai même pas le temps de finir ma phrase qui me dit au téléphone, j'en suis. Donc le rôle est écrit sur mesure pour lui, parce que je le connais très bien, je sais comment il marche. Donc ce rôle du patron du Fornacis Bar, il est vraiment taillé sur mesure pour Philippe. Ouais. Ça fait partie des petits suspens comme ça que tu distilles dans le film. T'es un petit peu Hitchcock quelque part, avec ce côté beaucoup. Mettre des trucs. Il y a un suspense de base, mais il y a le reste aussi, les petits trucs comme ça, on sait pas où on va, et puis d'un seul coup, il y a des indices, effectivement, tout le long du film, il y a des indices. Non, c'est vachement bien foutu. Allez, on va passer encore un truc, une musique. J'aimerais bien qu'on passe Amazon, si tu as. Alors, Amazon, mais oui. Megalopolis. On retrouve donc... Alors, c'était à quel moment du film, Amazon ? C'est une musique instrumentale qui se trouve à la toute fin du film, dans les dernières 20 minutes du film, et dans la chapelle Saint-Expédite que j'ai construite. Donc maintenant, il y a une chapelle Saint-Expédite au cœur de la forêt d'Amboise, qui est restée d'ailleurs. Voilà.
Voilà une musique de Mégalopolis, autrement dit Pablo Mangin, le frère d'Aurélia, qui est toujours avec nous pour parler de Fornacis, son dernier film long métrage. Ouais. Et pas si long que ça quand on le regarde, hein, parce que franchement, bon, ça dure 1h30 à peu près. Ouais. Hein. Ouais. Et bon, des fois ce genre de film, on dit oh là là, ça va paraître long, mais non, pas du tout. Ah, Il y a tout un ensemble de lumière, de sons, de jeu des acteurs qui fait qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Voilà. Alors on revient un instant à ton frère, pourquoi pas, puisqu'il a fait partie du film par sa musique, par Ouais. l'étalonnage, tout ça. Non, l'étalonnage, non. L'étalonnage, pardon. Non, moi c'est très réparti. Hein. Moi j'y connais rien en cinéma. je te dis. Non, je resitue parce que non, il y a plus d'une, j'ai une équipe au total en comptant la post-production. On est une trentaine de personnes qui avons participé au film, donc chacun est très à sa place. Et c'est vrai que je mélange pas trop les choses. Et donc il y a la composition, comme je disais, la musique originale du film, c'est Nicolas Luquet. Ensuite, il y a les musiques additionnelles. Donc il y avait les musiques de mon frère, une musique de Nicolas Stanzik, et puis après il y a voilà le montage du film qui est on n'en a pas parlé et qui est vraiment une étape très importante pour moi, parce que on s'est retrouvé avec un nombre d'heures de rush, parce que je tourne beaucoup. Bah, c'est un peu le cas pour tous les films en général. Ouais, hein. ouais, bah, Tu as un tri terrible à faire. Bah, après. il y a un énorme tri, puisque moi j'avais plus de 26 heures de rush pour faire à la fin un film d'1h30, donc c'est quand même, il y a beaucoup de. Voilà. Et puis, on doit avoir du mal à retirer des scènes. Hein. bah, c'est très compliqué. On a fait, je crois, 9 versions de montage avec Bruno Gauthier, mon monteur. Donc on a travaillé plusieurs mois ensemble. Et c'est vrai que c'est très dur, parce qu'il faut faire le deuil. C'est un film sur le deuil, et puis il faut faire le deuil de ces images. Et puis moi je tourne longtemps, puisque en fait je fais pas beaucoup de prises, mais chaque prise dure une demi-heure, autour d'une demi-heure. Donc c'est très long, parce qu'au cinéma on fait pas autant on fait pas des prises aussi longues en général. Donc une demi-heure, c'est-à-dire que quand tu fais 4 fois la prise d'une demi-heure, bah, ça se compte en nombre d'heures. Parce que dans ma façon de tourner, j'installe, tu vois, donc il y a toute la lumière qui est mise en place. Et ensuite, je mets mes acteurs dans ce décor. Et je tourne toujours à 2 caméras, donc 2 équipes de caméras. C'est pour ça qu'il y a pas mal de plans tout le long. Hein. C'est un montage assez cut, parce qu'il y a aussi pas mal d'axes. Et pendant une demi-heure, on suit l'acteur. Donc on devient au service de l'acteur. Donc on le suit. Donc il improvise aussi. Et puis je parle à mes acteurs tout le long. Donc ça fait un nombre de rushs assez volumineux. Et effectivement, ensuite, voilà, il y a tout ce travail de montage, puisque moi, je réécris aussi mon film au montage, beaucoup. Et c'est cette complicité-là que j'ai besoin d'avoir, du coup, avec Bruno Gauthier, mon monteur, parce qu'on a une vraie construction. On parle pendant... on parle beaucoup du film, on se voit tous les jours, on essaie de construire cette histoire et de trouver le meilleur moyen, finalement, enfin, la moyen la plus fidèle à ce que j'ai en tête de la raconter. Mais ça évolue, puisqu'un film, voilà, tu vois, là, j'ai mis 2 ans et demi pour le faire. Donc entre le moment où je tourne et le moment où je suis en montage, moi-même, j'ai évolué, j'ai changé. Il y a des choses que j'ai envie de montrer d'une façon que j'avais pas appréhendée au départ forcément. Et donc il y a toute cette construction-là. Et ce qui est fabuleux, c'est d'avoir des gens qui ont dans ces équipes de la finesse de comprendre notre ressenti et de pas nous brusquer. Et moi, mon monteur, il est vraiment génial, parce qu'il ne me brusque jamais. Il est vraiment d'une bienveillance. Il essaie de m'amener là où j'ai envie d'aller le plus possible et d'être à l'écoute. Et ça, c'est très important en fait. Et ensuite, voilà, il y a le mixage aussi qui a été long. Après, il y a la création sonore, le mixage. Et qu'est-ce qui peut être quelquefois le plus barbant depuis le début du film jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui est, disons, plutôt technique, mais qui n'apporte pas grand-chose, comment dire Ce qui compte, c'est d'abord de travailler avec des gens avec qui on est bien. Alors le montage peut être très agréable, de même que le tournage, ça dépend des comédiens. Donc c'est peut-être une question idiote que je pose, mais enfin je me demande, il doit y avoir des choses quand même qui sont plus techniques, qui sont un peu barbantes, tu vois, pour un artiste. Non, moi je dirais que le truc le plus compliqué, en tout cas dans ma façon de faire, là j'ai autoproduit le film, donc ça veut dire quoi? Ce qui était le plus dur, c'était que j'étais la productrice du film aussi. Donc ça veut dire qu'en fait, comme on avait vraiment un budget minimaliste, ce qui était très compliqué, ça a été le travail de production, c'est-à-dire de réussir à négocier tous les prix de caméra, toute la technique pour réussir à réussir à avoir la qualité que j'ambitionnais de faire avec un budget qui était vraiment très très minimum. Donc c'était ça le plus, je dirais, pas barbant, parce que c'était très intéressant. Le mot barbant ne me vient pas moi dans un film, mais qui était le plus prenant psychologiquement. Je crois que c'était le plus difficile, c'était cette étape-là.
D'accord. Alors là, on repasse éventuellement une musique ou alors tu veux parler tout de suite de ton frère qui est... Non, j'ai pas prévu particulièrement de. Je fais pas la promotion de toute la famille en même temps. Là, je suis sur Il y a Fornassis. déjà beaucoup avec Mais- Fornassis. Alors mais- justement, Fornassis, c'est Ouais. important. Maintenant, donc c'est reconnu par... On l'a vu dans de nombreux magazines de cinéma. Hein. Oui, j'ai eu de la chance d'avoir Euh, vraiment beaucoup de presse. On, ouais, pour on en l'instant, parle ouais. beaucoup de ce film. Alors, il va paraître quand Bah, en c'est la grande grande salle question, c'est la grande question du cinéma indépendant. C'est que à la fois, moi, j'ai la chance, je suis trop vraiment heureuse et reconnaissante parce que j'ai fait plusieurs projections presse à Paris et j'ai eu beaucoup de très très bons retours dans la presse nationale, dans la presse belge. Donc ça, c'est hyper important pour un metteur en scène parce que sans des critiques aussi positives, le film, je crois, aurait moins de rayonnement. Mais en fait, ce qui est la vraie problématique et la vraie question du cinéma indépendant, c'est sa diffusion et sa distribution. Donc ça, c'est quelque chose de problématique puisque à l'heure actuelle où je te vois, où je te parle, moi, j'ai pas de distributeur. Donc ça veut dire Ouais. que le film n'a pas de date de sortie en salle. C'est là où il faut rester fort et combattant parce que j'ai envie de dire, ça fait 2 ans et demi que je me bats pour sortir, pour faire mon film. Ça y est, il est fait. Et j'ai de nouveau une nouvelle bataille à mener, qui est la bataille de la distribution, parce que je suis toute seule et que j'ai pas de distributeur. Alors le premier parcours la première étape, c'est d'envoyer le film à plein de festivals qui correspondent globalement à l'univers du film, tu vois, mais après on est tellement nombreux, donc après c'est d'essayer d'être pris en festival pour peut-être après avoir la deuxième étape, la chance d'avoir un distributeur. Et là je suis heureuse parce que j'ai appris il y a quelques jours à peine que Fornassis ferait sa première mondiale en Espagne à la fin du mois de septembre et je suis très heureuse parce que on est dans la compétition long métrage et on est le seul film français. Donc il y a des films mexicains, grecs, espagnols et puis moi je représente la France, donc je suis très 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 heureuse et je serai en Espagne, je suis invitée, je pars en Espagne pour cette première mondiale et voilà, c'est top quoi. Tu as déjà voyagé pas mal là, avec ce film, hein, et avec les précédents aussi, parce non, qu'il faut avec aller ce au festival quelquefois. Avec ce film, pas encore, puisque ça va être la première mondiale, donc ça va être mon premier voyage. Mais par contre, sur Adam moins Ève, Adam on moins avait eu Ève. plus de 30 sélections à l'étranger. Donc là, j'avais passé 1 an à voyager sur Adam moins Ève, ouais, quasiment. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter encore? Que Qu'est-ce ça qu'on marche, que tu passes au Festival de Cannes. Tu es déjà venu au Festival de Cannes un J'ai petit peu déjà quand été tu- il y a plusieurs années avec un court-métrage qui s'appelle Macadam Transfert qui avait été sélectionné en 2011, donc ça remonte. Non, Fornassis ne sera pas pris au Festival de Cannes puisqu'il fait C'est sa pas le sortie. genre, Non, déjà, je ne crois pas que ce soit Ouais. le genre. Et puis il fait sa sortie là maintenant, donc en septembre. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de trouver un distributeur ou un vendeur international. Enfin voilà, quelqu'un qui a envie, qui flash sur ce film et qui a envie de le distribuer à mes côtés et qui soit séduit par l'univers artistique du film, par la démarche, par l'histoire et qui a envie de m'accompagner dans cette bataille et cette étape qui est la distribution du film. Voilà. Voilà, et ben on te souhaite la réussite complète, hein, Merci. parce que c'est le même problème pour tous les artistes en fait. Un écrivain pour trouver un éditeur, Ah mais c'est toujours pareil, un c'est le nerf de la peintre guerre, pour hein, c'est la trouver une galerie. distribution à notre époque. Hein. faut toujours se bagarrer, mais quand on aime, ben, on finit toujours par réussir à, Bah, quand on aime, on se bat. à faire ses rêves, quoi, à accomplir ses rêves. Ben, merci Aurélia d'être venue Merci nous à voir toi. à Radio Sud Plus, comme tu le fais. Tu reviendras certainement dans quelques mois pour le Festival de Saint-Philippe. Ouais, pour Hein, le festival on aura Même Pas l'occasion Peur, de ouais. reparler aussi, qui maintenant. Avec plaisir. Eh ben merci encore Merci et à à toi. très bientôt. Oui, on se quitte avec la musique justement de Fornassis. Hein. Ouais, générique de fin de Fornassis.